Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Fanny Cérez qui est docteur en architecture pour le cabinet Atelier Architecture Humaine et ensemble on va parler d'architecture humaine. Qu'est-ce que c'est l'architecture humaine et surtout comment à partir du bâtiment, de la construction mais après à l'aménagement, comment faire en sorte que le bâtiment soit vraiment un outil, un allié pour prendre soin des personnes. Je pense que c'est Bon, une première intro. Et bonjour tout Arnaud, simplement, voilà, merci de participer et je te merci propose pour de te l'invitation. présenter. Très bien, merci pour cette invitation et l'opportunité donc, de présenter la façon dont on travaille dans notre agence d'architecture qui est un peu atypique. Donc, pourquoi architecture humaine? D'abord parce qu'on est avant tout intéressé, pas tant par le fait de construire des murs, des façades, des bâtiments, que par le fait de construire des espaces à vivre. Du vide donc, et du vide, pas pour faire de l'art, mais plutôt pour créer des espaces pour les habitants, pour les êtres humains, et ça nous demande de les comprendre, donc de s'intéresser beaucoup aux sciences humaines et sociales. Ça demande aussi de les écouter, et donc d'apprendre, là encore, diversifier nos méthodologies, et puis ça demande de ne pas avoir trop d'a priori sur ce qui est bien pour les personnes, mais d'être en capacité d'inventer des outils pour co-construire ces lieux de vie avec les personnes. Donc on a un peu cette spécificité à l'agence autour de la co-création, de la concertation et puis de nouvelles missions qu'on appelle aujourd'hui assistance à maîtrise d'usage, c'est-à-dire vraiment s'intéresser à la façon dont les personnes vivent dans les lieux et souhaitent vivre pour leur offrir l'expérience de vie la plus riche possible. Alors, moi, première question, ce qui m'interpelle, c'est par exemple, quels a priori on va avoir quand on construit un Alors, bâtiment? Très donc, classique. très classique, plusieurs a priori. De manière très générale, ce qu'on nous apprend souvent dans les écoles d'architecture, c'est les gens sont pas très éduqués à l'esthétique et ils savent pas ce qui est beau. Par exemple, les toits en tuiles, des volets, tout ça, c'est pas très beau. Il faut faire des choses plus modernes. Et en attendant, quand on regarde les maisons que les personnes souhaitent pour eux-mêmes, ils ont envie d'une maison dont la façade leur parle d'habiter et leur dit qu'est-ce qu'on va être bien ici. Donc on a un peu toute cette dimension, moi je trouve, à déséduquer notre regard d'architecte pour vraiment s'intéresser à une dimension qui est plus symbolique, qui est sensible, celle qui est perçue par les personnes, même si bien sûr on peut enrichir tout ça. Et puis les autres a priori qu'on peut avoir, c'est notamment tout ce qui concerne le grand âge et le handicap, qui est vraiment notre cœur de métier à l'agence. On s'intéresse essentiellement à ces publics où on a tendance à considérer que parce que les personnes ont une fragilité ou une vulnérabilité, ne sont plus capables de faire rien, n'ont plus de compétences, qu'il faut à tout prix pallier à leur dépendance, limiter la totalité des risques. Et ce qu'on se rend compte, nous, très souvent, quand on fait les observations ou quand on échange avec les personnes concernées, c'est que si ça protège, si ça les protège de toute une série de dangers, ça appauvrit aussi considérablement ce qu'ils peuvent vivre et leur capacité, ou en tout cas les opportunités qu'on leur donne de développer de nouvelles compétences. Voilà. C'est clair que la question du risque, c'est un sujet qui revient assez souvent. Est-ce que là-dessus, tu as des exemples sur qu'est-ce qui peut être acceptable ou fait, voilà, un choix vraiment peut-être vu récemment, mais qui permet d'accepter un risque en vue d'une meilleure qualité de vie? Alors l'exemple qui me vient le plus grand, je pense, c'est la question de la fermeture des lieux de vie institutionnels. Se dire qu'à un moment donné, on va décider de fermer, enfin de sécuriser, comme on dit pas fermer, sécuriser des lieux de vie, donc qui se soldent quand même par fermer des portails, fermer des portes. Donc, au début, quand on fait ce genre de choses, l'objectif premier est d'assurer la sécurité physique du corps des personnes, la mise en danger notamment qui résulterait d'une fugue de personnes qu'on ne retrouverait pas, à qui il arriverait des problèmes. La chose, moi, qui m'étonne toujours, c'est que quand on fait cette balance bénéfice-risque,
on met jamais dans la balance le risque que ça présente sur la santé mentale. Et par exemple, quand on a tous été confinés, on a bien vu à quel point ce confinement générait des troubles chez nous, de l'angoisse, de l'anxiété, un sentiment d'enfermement. Donc moi, sur le sujet du risque, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais d'abord, je me dis de quel risque on parle. Et ensuite, est-ce que, au nom de la protection d'un risque, on est capable d'en prendre plein d'autres, notamment voilà, des risques en matière de santé mentale. Et l'autre chose aussi par rapport à, pour donner un exemple très concret, on a des établissements qui investissent beaucoup dans la sécurisation de leur structure et puis on en a d'autres qui ont des valeurs beaucoup plus affichées en matière d'ouverture et de maintien des droits des personnes et qui se disent peut-être qu'on pourrait investir davantage pour donner envie aux personnes de rester dans cet établissement plutôt que les empêcher d'en partir. Voilà. C'est-à-dire de prendre un peu un contre-pied. Et on a aujourd'hui des établissements qui accueillent des personnes de troubles cognitifs qui sont ouverts, mais qui le sont et qui ont utilisé d'autres leviers d'action comme créer des environnements très domestiques avec un accompagnement centré sur la vie quotidienne. Et ça implique, alors il y a des questions architecturales, mais c'est très peu finalement, ça implique surtout une définition très forte du projet d'accompagnement, des missions des professionnels qui accompagnent les personnes et un partage des responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit très au clair, y compris les proches, sur le fait que ici, ce qui va prévaloir, c'est la vie quotidienne, le bien-être, la possibilité de faire malgré tout, plutôt que d'être préservé de tous les risques. Ouais, c'est intéressant. Là, on revient plus sur des questions de philosophie, d'organisation, davantage que le bâtiment en tant que tel, même si c'est lié, quoi. Pour moi, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que quand on fait un bâtiment, la première des questions qu'on pose, en tout cas au porteur de projet, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ici? Quelle est l'ambition? La deuxième question, c'est pourquoi vous voulez faire ça? Donc, quelles sont les valeurs qu'on mobilise pour faire ce projet? Et après, on arrive sur une troisième question qui est plus opérationnelle, c'est comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce projet sur le plan bâtimentaire? Mais dès lors qu'on accueille, qu'on accompagne des personnes qui ont une fragilité, en fait, c'est totalement indissociable. On se rend compte que ce qui est donné à vivre aux personnes, l'expérience, elle est globale et holistique, et elle a forcément l'environnement, il est vécu dans sa dimension spatiale, architecturale, et dans sa dimension sociale. Par exemple, vous pouvez avoir des lieux qui vous incitent ou qui vous donnent envie de cuisiner, les cuisines ouvertes, mais des professionnels qui vous interdisent de le faire par des injonctions verbales. C'est-à-dire que par l'architecture, on peut créer un champ des possibles qui est restreint au quotidien par des pratiques professionnelles. Et ça crée de très nombreuses frustrations parce que les personnes voient la cuisine, elles ont envie d'y aller, mais elles sont empêchées de le faire. Et puis, on a des choses tout à fait inverses, des professionnels, des projets d'accompagnement qui visent, par exemple, la participation aux gestes de la vie quotidienne, mais l'absence d'une cuisine accessible ou l'absence d'une buanderie. Donc, on voit bien que moi je dis, c'est toujours deux faces d'une même pièce et que pour ces lieux-là, ça n'a pas de sens de penser l'architecture autrement que comme un support à l'accompagnement. Oui, bien sûr. C'est là où le bâtiment, c'est l'un des outils. Et il faut le voir comme ça. C'est intéressant de partir sur la dimension d'un projet, de penser d'abord valeur, qu'est-ce qu'on veut y faire? Est-ce que pour les EHPAD, c'est toujours parce qu'un EHPAD, c'est hébergement et soins de personnes âgées dépendantes. Donc, est-ce qu'on est toujours dans la même logique du pourquoi on construit un bâtiment? Ou est-ce que, en fonction des valeurs, même est-ce qu'il peut y avoir des visions différentes par rapport au pourquoi je construis un EHPAD d'un projet à l'autre? Je pense que c'est une question auquel les porteurs de projets ne sont pas souvent confrontés. Typiquement, quand on a souvent des échanges, on dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Ils nous disent « réhabiliter notre bâtiment ». Ouais. Et là, on dit « non, ça, c'est pas un objectif en soi, ça, c'est un moyen pour atteindre un objectif qui est plus grand. » Donc, on vous redemande « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Ah, on voudrait que les résidents ils puissent accueillir mieux leur famille. Ah, voilà, là, on commence à parler de choses intéressantes. Et en fait, peut-être que la réhabilitation du bâtiment, c'est qu'une option parmi plein d'autres. Si on veut maintenir les relations sociales entre les résidents et leur famille, on pourrait aussi, je dis n'importe quoi, mais faire en sorte accompagner le restaurateur du coin à aménager son restaurant pour que les résidents puissent venir. On pourrait mettre en place des navettes pour que les résidents retournent chez leur famille. Enfin, en fait, il y a plein de façons de répondre à ça. Et je pense que tout l'enjeu, c'est vraiment de réussir, si on veut sortir de cette image hébergement et soins, je sais pas,
sais pas toi, mais moi, par exemple, j'ai pas envie de finir ma vie dans un lieu d'hébergement et de soins. On a envie de pouvoir continuer à habiter jusqu'au bout de sa vie, d'être un peu libre chez soi, etc. Donc, si on a envie de sortir de cette image super négative qu'ont ces lieux, il faut qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui pourrait rendre désirables ces lieux aux yeux des personnes. Qu'est-ce qui est essentiel pour eux et qu'est-ce qui leur permet chaque jour de ressentir, de se sentir vivant et d'avoir une joie quotidienne. Ça, c'est un grand travail qu'on mène avec Florence Mathieu, qui est ingénieure en design social à Lyon, qui a cofondé AENA. Et voilà, on se dit, et ça, c'est intéressant aussi quand on a les directeurs, les porteurs de projet, on va dire, oubliez le projet une seconde. Pensez à une personne âgée qui est importante pour vous, ok? Donc, vous la voyez bien, oui, elle poste sa mère, sa grand-mère, la voisine, très bien. Alors, quelles sont les 3 choses qui font sa joie quotidienne? Et alors là, on dit, elle va recevoir ses petits-enfants, aller dans le jardin, s'installer dans son canapé, regarder son feuilleton préféré. C'est super monde. Et après, on se dit, et si cette personne devait entrer en EHPAD, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle puisse conserver sa joie quotidienne? Et là, tout d'un coup, on peut commencer à créer du projet. Et évidemment, parmi tout ça, il n'y a pas grand-chose sur le plan architectural. Par exemple, avoir son animal domestique, ce n'est pas une question architecturale. Sauf que ça va être beaucoup plus facile si les gens ont un balcon, sauf que s'ils ont un espace privatif qui donne directement sur le jardin, les résidents vont pouvoir avoir leur chien sans que les professionnels s'en mêlent, etc., etc. Donc en fait, quand on va remonter en fait, le programme, non pas sur des questions techniques et fonctionnelles, moi je vois beaucoup de programmes architecturaux de ces lieux de vie, et en fait, on se dit, bon, les pattes, c'est 60 lits, 75 lits, cette commune, etc., des couloirs. Moi, je dis ça, c'est pas la question. La question, c'est voilà, qu'est-ce qui va permettre aux gens de se sentir vivants? Et tous ces gens sont très, très différents. Et donc, on a besoin d'imaginer, à mon avis, beaucoup d'hétérogénéité, enfin, de créer un champ des possibles. Je me dis, on aura réussi les bâtiments qu'on fait entre le moment où on les pense, les moments où ils sont livrés, 5-6 ans. Et après, ces bâtiments-là, ils ont une durée de vie d'à peu près 40 ans. Ça va survivre à toutes les modalités d'accompagnement, à tous les résidents, à tous les professionnels. Donc, il faut vraiment qu'on soit en capacité d'imaginer une très grande richesse pour assurer une pérennité en termes de conception, notamment avec l'évolution des modes de vie. Se faire livrer un repas par hiver, par exemple. Mais ça suppose avoir un interphone, que le soir, il y ait quelqu'un, qu'on puisse descendre, enfin, je sais pas, ce genre de choses, quoi. Ouais, des sujets pour lesquels les questions ne se posent pas encore, mais ça viendra, c'est obligatoire. Ouais. Là, maintenant, c'est devenu obligatoire, mais c'était toute la question de même juste d'Internet, il y a de ça une petite dizaine d'années. Pourquoi on va aller mettre du Wi-Fi dans un EHPAD, en fait ça n'a pas d'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Ouais. Parce que les résidents, ils sont sur Netflix, sur Canal, ils regardent le foot, ils ont tout ça. Et s'il n'y a pas Internet, ouais, c'est leur projet de vie et leurs habitudes qui sont empêchés. Et du coup, c'est sûr que cette notion de désirabilité, elle est vraiment intéressante. Et elle est à mettre en regard toujours autour de 2 autres notions qui sont rarement oubliées, mais qui est la faisabilité. Est-ce qu'on peut faire ça et dans quelles conditions on peut le faire? Et puis, la côté de viabilité, est-ce qu'on est capable de financer ça? Parce que si c'est pour sortir une offre désirable mais qui est inaccessible sur le plan financier, on n'a toujours pas atteint la cible. C'est même pire parce que c'est cette côté d'empêcher, en fait. C'est-à-dire, ça existe, je le vois, mais je ne peux pas l'avoir. Qui est encore plus dommage. Et pour ça, moi, je trouve que, alors, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on se dit, alors, s'il n'y a pas d'argent, on ne pourra rien faire. En fait, moi, je dis toujours, s'il n'y a pas d'argent, on peut avoir des idées, quand même. On voit bien des tas d'établissements qui sont très, très contraints sur la partie bâtimentaire, par exemple, qui n'ont pas d'argent pour meubler, mais qui ont été capables d'imaginer des appels aux dons auprès de famille. Voilà, il y a plein de choses à faire, à mon avis, et qui peut susciter la créativité, mais qui implique aussi d'entrer dans des démarches qui mobilisent l'intelligence collective au service du projet de vie des personnes. Alors, comment on mobilise cette intelligence collective et notamment résidents, familles, comment on peut les amener à se projeter sur du long terme et puis à exprimer ce que eux ils veulent vraiment. Alors, en général, la façon dont on commence, c'est par observer. C'est-à-dire, on s'installe dans les lieux, on observe, on écoute. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous donne des vraies bases pour un échange
Quand les gens sentent, on dit, ah, mais là, on a vu que vous faisiez comme ça. Parce que quand on leur dit, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, en général, ça ouvre très peu de débats. Les gens disent, oh ben non, pas grand-chose, c'est déjà bien comme ça. Alors que dès qu'on commence à dire, ah, mais j'ai vu que vous vous installiez là avant d'aller au repas, vous pouvez expliquer pourquoi. Alors là, par contre, on commence à entendre que depuis cette place-là, en fait, on voit un tel, et puis que de là, dehors, etc. Et là, on commence à apprendre des tas de choses sur la vie quotidienne. Un monsieur, par exemple, qui nous racontait qu'il adorait sa chambre parce que depuis son bureau, le soir, il avait le soleil qui se couche. Et là, on se dit, bah, voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir des espaces dans lesquels le soleil rentre. Donc ça, je pense qu'il y a sans doute une façon d'interroger les personnes avec une approche qui est beaucoup plus empathique, où on va s'intéresser vraiment à ce qu'ils font, on va se mettre à leur place, peut-être même s'asseoir dans cette fameuse place et essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qu'elle a cette place de plus intéressante que les autres. Et puis nous, on a développé à l'agence, parce on s'est trouvé, comme beaucoup de gens, confrontés à des personnes qui ne parlaient pas, soit en raison de leurs troubles, pour des tas de raisons d'ailleurs. Et donc, alors, par l'observation, on observe plein de choses quand même. Déjà, on voit tout de suite les choses qui génèrent de l'agressivité, les choses au contraire qui génèrent du bien-être. Enfin, le corps parle beaucoup. Donc ça aussi, on a beaucoup d'indications quand on commence à observer les lieux dans lesquels les gens ont envie d'être. C'est-à-dire, tiens, pourquoi ils ont plus envie d'être là que là? Tout ça nous donne beaucoup d'indications. Mais nous, on a développé des petits outils avec des petits meubles en bois que les gens peuvent prendre en autonomie ou dans le cadre d'un échange pour meubler un espace privatif qui est laissé vide et avec toute une série de choses, y compris des choses qui sont jugées totalement inadaptées, par exemple, je sais pas moi, un hamac, un rocking chair, une baignoire. Et c'est assez intéressant parce que quand on fait ces petits exercices, on voit d'abord que les gens mettent beaucoup, beaucoup de choses dans leur espace privatif. Et y compris des choses que les professionnels jugent soit inutiles, soit en dehors de leur champ de compétences. Typiquement, la cuisine, par exemple, sont des choses qui sont quasiment toujours réinstallées dans les logements. Et puis les gens en parlent d'ailleurs, ils disent bah, oui, c'est bien normal, moi je pourrais offrir un verre de jus comme à ma famille quand elle vient s'en trouver après les soignante, ce genre de choses. Même pour des personnalités, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ou même une dame qui reparlait de son chat ou de sa machine à coudre et qui dit mais je sais bien que je peux plus en faire, mais quand je la vois, je vois plein de choses. Et donc ça nous invite à repenser en fait les espaces privatifs et de sortir de cette vision de l'hébergement qui, quand on est hébergé, on a besoin de dormir, donc on fait une chambre qui permet de dormir, c'est tout. Et on voit que même des gens qui vivent en institution depuis très longtemps, ils ont des désirs d'habiter qui sont très grands quand ils mettent toutes ces choses là-dedans. Et ça ouvre plein de débats. Et nous, ça nous invite à repenser dans le cadre des projets la proportion d'espaces collectifs pour maximiser les espaces privatifs, pour offrir plus d'espace à vivre en toute intimité. Et on a d'autres jeux de cartes. On a mis des jeux de cartes avec des jeunes seniors, par exemple, qui permettent de réfléchir aussi. Si vous deviez aller en établissement, choisissez des critères parmi plein de critères qui vous donneront envie d'entrer, etc. Et ça, c'est aussi assez intéressant parce qu'on peut faire le même exercice à des professionnels de l'EHPAD, à des directions. Et on voit l'écart très grand entre les jeunes seniors, ce qui répondent, et les stéréotypes que peuvent avoir les professionnels. Et donc, ça nous permet comme ça d'approcher un peu plus cette désirabilité et de ne pas projeter nos biais ou ce qu'on imagine être bien pour les gens, parce qu'en fait, on n'est pas à leur place. Non, mais c'est sûr, et c'est toute la difficulté de vouloir répondre à la place et puis de voir les choses avec nos yeux et d'être un petit peu hors sujet, en fait. Et en même temps, la difficulté, c'est que moi, mon sentiment, c'est quand on interroge les résidents, voire même les équipes. Alors, il y a la vision long terme, hein, comment on peut assurer la pérennité, ça veut dire faire quelque chose qui va pouvoir être évolutif et puis répondre aux besoins qu'on est en train de voir arriver, mais qui ne sont pas encore là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours très difficile de pouvoir se projeter. On est dans la problématique du quotidien de ah bah il faut du rangement, des chariots, des trucs, parce que là, il n'y a pas de place pour mettre ci, mettre ça. Et on oublie cette dimension Ouais, ça s'accompagne. Enfin, on passe la concertation, elle a un vrai moment. Enfin, elle a pour objectif, pour moi en tout cas, de collecter tous ces besoins. Les gens ont des choses à ranger, c'est clair. Mais aussi de réinterroger les pratiques et de se dire, mais attends, est-ce que vous avez vraiment besoin de ranger ça comme ça? Et puis en fait, pourquoi vous stockez une telle quantité? Là, on apprend, oui, mais parce qu'un tel, il nous livre une fois par mois. Pourquoi il nous livre une fois par mois? Enfin, et ça, de s'autoriser à dire et pourquoi, et alors dire, mais quand vous êtes chez vous, comment vous faites? Est-ce que vous faites livrer le papier toilette une fois pour toute l'année? Ben non,
alors ne faites pas ça ici. On peut imaginer plein d'autres façons de le faire qui soient beaucoup plus ordinaires. Et en remobilisant à chaque fois, c'est-à-dire en les autorisant à remonter le fil de pourquoi les choses sont comme ça. En fait, souvent, les choses sont comme ça parce qu'elles ont été comme ça quand ils arrivaient. Et ils les préservent. Mais on se rend compte que quand on fait tous ces pourquoi, ils se réinterrogent, ils disent, ah bah oui, c'est vrai. Et là, ils imaginent d'autres choses, d'ailleurs, qu'ils peuvent commencer à faire bien avant le projet architectural. Ça, c'est la partie aussi qui est super intéressante, c'est que on voit que le simple fait de parler d'espace autorise plein de choses. Il suffit parfois de bouger les meubles, d'enlever tel chariot et de le remplacer par un vaisselier. Enfin, tout ça, c'est toutes petites choses qui tiennent à pas grand-chose, mais qui changent absolument, absolument tout. Et donc après, dans l'histoire de se projeter, donc ils commencent à le voir. Nous, on les incite à dire, bah, testez. On n'est pas obligé d'attendre 5 ans. Testez, bricolez un truc, essayez, prototypez, voyez voir ce que ça donne. Comment réagissent les résidents? Est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué? De passer à l'action. Ça les aide tout de suite à se projeter en prototypant, en faisant des petites choses. Et le point qui est le plus intéressant pour moi dans la concertation, je trouve, c'est, nous, on n'est pas dans les concertations individuelles, on est plutôt dans les ateliers collectifs. Et c'est la diversité des points de vue autour de la table qui nous assure aussi cette question de la pérennité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Tout ce qui est dit peut être vrai à un moment donné. Et donc, c'est une très grande richesse parce que même si tous ces gens-là ne seront plus là, même si tous ces fonctionnements n'existeront plus, parce qu'on les aura pris au départ comme une base de conception, en fait, ça permettra tout ça dans le futur. Et donc, par exemple, se dire, ah, le restaurant, on l'ouvre ou on l'ouvre pas. Il y en a qui disent, ah, mais pour l'ouvrir, il faudrait que ça soit fait. Et en fait, nous, on peut créer les conditions spatiales pour que le restaurant soit ouvert. Et puis après, ils feront bien comme ils voudront. Mais ça fait qu'on ne positionnerait pas au même endroit dans le bâtiment. Ça fait qu'on fait une devanture un peu plus chouette, qu'on évite de passer devant les toilettes en rentrant, tout ce genre de choses. Ok, non, il y a plein de choses. La question du résident qui peut être très dépendant, qui peut être réalité et qui pourrait exprimer vouloir une cuisine, ce qui peut sembler en fait pas utile vu qu'il n'est pas en mesure d'utiliser, mais que pour lui, c'est un moyen d'offrir quelque chose si quelqu'un vient, pareil, avoir son frigo, Ouais. même si c'est pas pour lui, mais pour avoir cette possibilité de recevoir. Tu as dit la notion, ça lui permet d'habiter sa chambre. Et c'est vrai que j'ai entendu, parce que tu as intervenu sur d'autres podcasts, notamment celui d'Antoine Gérard sur Sociogéronto. Et c'est intéressant parce que nous, on parle de résident. Et le résident, il réside. Quelle différence tu fais entre l'usage de ces termes-là, de ces mots-là, entre résident, habitant? Est-ce qu'on ne devrait pas dire, en fait, c'est des habitants puisqu'ils sont chez eux? Et c'est quoi la notion avec résident, en fait? Alors, en effet, les résidents qui résident, ça veut dire qui sont là de manière plus ou moins longue, temporairement, leur corps est là. Mmh. Habiter, c'est quelque chose qui se décrète pas tellement. Donc, on peut dire ils sont chez eux. Enfin, oui, mais non, quand même. On leur fait signer un contrat de séjour. On leur fait signer un règlement de fonctionnement quand ils arrivent. On leur dit à quelle heure se lever, se coucher, qu'est-ce qu'ils vont manger. Enfin, donc, voilà. Et ce qu'on découvre autour de habiter, c'est pas mal de choses. Mais d'abord, pour moi, l'habiter, c'est comme la santé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu flou, dont on ne perçoit pas tellement les contours, mais qu'on découvre le jour où on le perd. Le jour où on est malade, là, on découvre la joie qu'il y a d'être en bonne santé. Et ben, habiter, c'est un peu pareil. C'est le jour où on est déraciné, le jour où on est privé d'un chez-soi, qu'on ressent ce déracinement, que on se dit, ah là là, qu'est-ce que je serais bien si j'étais chez moi. Et ça, je trouve que, et donc, quand on dit qu'est-ce qui fait que quand vous êtes chez vous, vous savez que vous êtes chez vous, les gens ne peuvent pas répondre à ça. C'est un peu immatériel. Mais à force de creuser, alors on dit, bah, je reconnais mes meubles à l'entrée, puis j'ai la clé, puis je paye mes impôts, puis il y a ma famille, puis ici, puis des tas de choses. Et puis après, on dit, bon, soyons plus clairs. Comment vous savez quand vous n'êtes pas chez vous que vous n'êtes pas chez vous? Et là, les gens disent, mais super, bah, je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Et donc, ce qu'on découvre dans la question de l'habiter, c'est que c'est d'abord une question de maîtrise et de contrôle et de liberté. On habite un endroit dans lequel, peut-être le seul endroit où on est vraiment libre, c'est chez soi. Alors, on a toujours des contraintes, les voisins, etc. Après, mais en tout cas, c'est ce que ressentent les gens. Et c'est comme ça qu'on a des tas de façons d'habiter. Il y a des personnes qui habitent leur corps, qui sont libres à l'intérieur d'eux-mêmes, sans doute les plus libres de tous. Il y a des personnes qui habitent un espace, une maison, un quartier, une ville. Et il y a des personnes qui habitent leur ancienne maison, qui résident à un endroit, mais qui habitent encore leur ancienne maison parce que dans leur imaginaire,
On a cette espèce, j'aime beaucoup, il y a un ouvrage entier de Jean-Marc Bess, philosophe, qui s'appelle Habiter un monde à mon image, et qui explique que c'est en fait un processus réciproque, c'est-à-dire qu'on habite des lieux et que ces lieux nous habitent en retour. Et on peut se souvenir de la maison d'enfance, en fait, on habite encore dans sa tête, elle nous habite encore. Donc, est-ce que ces établissements peuvent devenir un chez-soi? Je pense qu'il n'y a que les résidents, les habitants, les personnes qui y vivent, qui peuvent le décider et le vivre. Mais pour ça, il faut qu'on a un certain nombre de choses à faire pour que ça soit possible. Et donc, ce qui favorise ça, c'est d'abord ce que je disais, la liberté. Avoir la clé de sa porte, par exemple, ça a l'air de rien. En fait, tous les établissements ne proposent pas ça. C'est pas du tout pouvoir avoir la vie intime et sexuelle avec qui on veut. Peut-être un lido, par exemple. Pouvoir inviter qui on veut. Pouvoir une cuisine, par exemple. Enfin, voilà. Et ranger les choses à sa manière, manger à l'heure qu'on veut. Alors, ouais, moi, dans Habiter, j'entends aussi beaucoup la question de personnaliser. Mais ce qui est une forme de liberté, la possibilité de faire comme on veut, avec ce qu'on veut. Et... C'est ça. Est-ce que j'ai le droit de faire tous les trous au mur que je veux ou est-ce qu'on m'a collé un carré en liège et on m'a dit c'est ici que vous mettez vos photos pour pas abîmer le mur de la chambre? Quand on est locataire, on a le droit de le faire. La seule contrainte, c'est quand je pars, je rebouche les trous que j'ai faits. Je suis libre d'aménager comme je veux. Ouais, c'est ça. Alors après, on va parfois être un peu coincé avec une dimension de sécurité et encore, hein, c'est plus un état d'esprit. Euh, Mais il y a des gens qui habitent, enfin pour moi c'est la liberté de personnaliser, mais ça pourrait être aussi la liberté de ne pas personnaliser. On accompagne pas mal d'établissements qui, dans le champ du handicap, avec des personnes qui ont des troubles psychiatriques par exemple. Et il y avait un monsieur qui avait mis tous ses meubles sur le palier. Il restait plus rien dans sa chambre. Et il a dit, c'est un monsieur qui avait vécu dans la rue toute sa vie. Et en fait, il était très encombré par le bureau, l'armoire, donc il a tout foutu dehors. Et il n'y avait plus qu'un matelas par terre. Il a dit, ah voilà, là maintenant, là je suis chez nous. Donc, et ça, c'était un très bel apprentissage parce que voilà, c'était comme ça. Et donc l'établissement lui a laissé mettre ses armoires et tout ça dans le couloir. Ils ont laissé ça dans le couloir. Donc il avait quand même ses affaires qui étaient là. Mais il vivait un espace qui était le dénuement total, une cellule de prison. Mais là, il était bien. Et tout ça, ça m'encombre, en fait. Ça m'encombre. Non, c'est super intéressant et je trouve que c'est un peu la dérive où parfois, en voulant bien faire, hein, mais je fais le parallèle. Alors, c'est pas une question d'architecture, mais juste la question du tutoiement et du vouvoiement. C'est la règle du jeu. Il faut personnaliser, c'est mieux de personnaliser, mais à un moment, il faut pas l'imposer. C'est mieux de vouvoyer la personne, mais on va pas lui imposer si elle préfère autrement, si elle Ouais. préfère être tutoyée. Mais ça, Et pour moi, c'est vrai pour tous les sujets. Ça veut dire, on ne devrait pas avoir d'a priori. On devrait demander à la personne, la considérer comme un adulte responsable et lui demander ce que elle préfère et comment elle veut être appelée. Et je pense que ça, typiquement, c'est des choses qui renforcent la possibilité d'habiter le lieu. C'est qu'ils ont la maîtrise de quelque chose. Quand on arrive, comment vous voulez ranger votre placard? On n'a pas d'a priori, on s'en fiche. Si vous voulez tout mettre sur ça, on met tout sur cintre. À quelle heure voulez-vous lever? Donc les gens décident, même de toutes petites choses. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Ah, ben, mon prénom, c'est Daniel et je déteste ça et toute ma vie, je me suis fait appeler Nanou. Tout le monde m'appelle Nanou, en fait. Et ça, c'est ce qui va soutenir mon identité parce que ça, c'est ce qui me caractérise, c'est ce qui est familier pour moi. ouais. Alors, sur pas mal de sujets du quotidien, c'est quand même si c'est compliqué, c'est quand même plutôt facile. Sur la notion architecture, c'est là où ce qui est intéressant, c'est que une fois que c'est posé, que c'est bâti, que c'est construit, bien sûr, il reste quelques latitudes, mais c'est pour ça que ça semble plus compliqué, d'où l'importance de bien anticiper. Et de sortir de l'idée pour tout le monde pareil. Enfin, moi, je suis toujours très étonnée. Quand un promoteur fait un immeuble d'habitation, il fait pas, je sais pas, 40 studios de 20 mètres carrés en se disant, bah non, c'est pour tout le monde la même chose. Il fait des petits studios, des T2, des T3, la villa sur le toit, je sais pas quoi. Et en fait, je pense que tout le monde autour de la table, on se regarderait, où est-ce que tu habites toi? On a tous des habitats très, très différents en fonction de notre moyen, de notre culture, de ce qui est important pour nous, etc. Je trouve que l'arrivée en EHPAD qui dit, maintenant, c'est pour tout le monde la même chose, ben,
moi, ça m'étonne toujours un peu. Et je me souviens d'une dame qui était millionnaire dans un établissement qui avait des petites salles de bain, enfin même pas de salle de bain d'ailleurs dans les chambres, mais elle voulait absolument être là pour des tas de raisons. Et elle allait voir toujours le directeur, elle le suppliait de casser 3 chambres pour lui faire un appartement pour qu'elle puisse mettre son piano avec lui. Évidemment, il ne pouvait pas faire ça. Et elle disait, mais je m'en fiche, je vous paye les 3 places. Et elle dit, bah non, on ne peut pas faire ça. Ben, si elle n'était pas en EHPAD, on peut faire ça. On peut louer un appartement 3 fois plus grand. On a le droit à ça. Et alors, on a un système d'habilitation à l'aide sociale. En fait, on a une espèce d'idée qu'à partir du moment où on est dépendant, il faudrait une espèce d'égalité absolue de traitement dans tout. C'est vrai que les EHPAD, on a une tendance à standardiser, à être sur une question de normes et c'est plutôt dommage. Après, moi, je vois pas mal d'établissements. Alors souvent, c'est dans des établissements qui avaient des chambres doubles, qui se sont un peu reconstruits et qui ont profité de ça pour faire les transformer en chambres simples, qui du coup sont plus grandes. Et c'est vrai que ça donne une forme de latitude. Après, bon, il y a des questions de tarifs qui vont être différents. Mais c'est vrai que je pense qu'on reste quand même un petit peu bloqué là-dessus, peut-être culturellement, en se disant bah, pourquoi l'un ou l'autre aurait plus grand, aurait différent, et alors que après c'est juste une question de choix. Mais je pense qu'il y a une question d'égalité, pas Ah d'équité oui, du coup, mais d'égalité qui est. d'égalitarisme presque. Mais c'est là qu'on revient, pour moi, sur la première question. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh Hmm. bien, qu'est-ce qu'on veut faire? Assurer la même prestation pour tous. Pourquoi? Enfin, on revient à la deuxième question. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite la même chose. Oui, mais, et ça, quand on redit, mais dans la vraie vie, en fait, il y a des gens qui peuvent payer plus, il y a des gens qui ont besoin de moins, comme ce monsieur qui avait besoin de clairement moins que ce qui lui a été proposé en mettant tous ses meubles dehors. Mais ça, Non. en France, on n'aime pas trop, quand même, cette idée de l'équité Ouais, il y a inégaliste. de ça. Mais et après tout, c'est ridicule parce que ça choquera personne. Je pense que c'est plus une question d'habitude, de mauvaise habitude ou d'a priori, mais c'est pas choquant on considère bien que chaque maison est différente. On construit pas des Oui. maisons, enfin un petit peu quand même, mais pas trop, quand même, identiques, avec voilà, il y a une forme de standardisation, parce qu'on va mettre une cuisine, un salon, on est tous voilà, après on dit que d'une région du monde à l'autre, on ne met pas non plus certaines pièces. Autant d'intérêt au centre certaines pièces. Mais c'est vrai que ça, c'est certainement un point à revoir, à changer, et ce qui permet en plus de sortir de la logique plutôt soin, plutôt médical, plutôt hôpital, où là, par contre, la question de l'hébergement, où il n'est pas question d'habiter, donc la chambre, c'est un outil, mais encore moins important que dans du médico-social, et où du coup, là, on va standardiser, voilà, c'est petit, c'est Ouais. pareil, et il n'y a pas. Le problème avec les normes, c'est que ce qui est au départ un minimum pour atteindre de la qualité, 21 mètres carrés par exemple, c'est que très souvent ça devient le maximum. C'est comme dans les logements sociaux, on s'est dit le minimum c'est pour une chambre 9 mètres carrés. Le minimum c'est 2 mètres 50 sous plafond. Et en fait, ce qui était un minimum, ça veut dire on peut faire bien plus. Ça devient le plafond en fait, alors que c'est un plancher. Ce qui est assez ce qui a été assez fou, on ne s'autorise pas à dire, attendez, ça c'était un minimum. Ça veut dire, en tout ça, c'est pas tenable. On peut faire plein de choses après. Et quand on est dans un hôtel, typiquement, un hôtel, il a toujours différentes gammes. Mais on me Mm. dit, oui, mais on peut donner tout pareil à toutes les personnes. Oui, enfin, une vue sur le parking, c'est pas comme une vue sur le parc. Et puis une chambre plein sud, c'est pas comme une chambre plein nord. Donc, en fait, il y a déjà des disparités qui existent entre les chambres. Elles sont pareilles en plan, mais ce qu'elles donnent à vivre sont très différentes. Et ça, si on était dans l'hôtellerie, ils le tarifieraient déjà de manière différente. Donc C'est vrai. c'est vraiment, enfin, c'est pas rationnel tout ça. Je suis toujours assez étonnée. Je trouve il y a beaucoup d'émotions, d'affects autour de ces sujets. Ça lève beaucoup d'opposition. On a du mal à avancer de manière dépassionnée pour aller vers des choses qui seraient plus constructives et se dire, bah, après tout, euh, pourquoi pas. C'est vrai. Euh, alors encore deux questions. J'ai oublié la deuxième, mais elle reviendra. La première, c'était, est-ce que quand vous travaillez sur des projets, est-ce que l'option, la meilleure option, c'est de reconstruire, ou est-ce qu'on peut réaménager et faire vraiment avoir autant de latitude et de possibilités sur de l'aménagement plutôt que repartir sur un bâtiment neuf? Eh ben, on a beaucoup de projets qui viennent avec une ambition initiale de reconstruire.
souvent parce que quand les bâtiments sont vieux, les professionnels, les équipes ont du mal à se projeter dans ce que ça pourrait être. Et nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que souvent la première chose qui donne envie de reconstruire, c'est l'idée de ne pas avoir à gérer un chantier, un site occupé qui est perçu comme très, très difficile. Alors qu'en réalité, on a des bâtiments qui ont une qualité, par exemple, on parlait de hauteur sous plafond, etc., même si c'est vétus par ailleurs, mais qui, s'ils étaient vides, deviendraient des établissements, et peut-être même moins chers qu'une construction neuve, d'une bien plus grande qualité architecturale. Et donc, souvent, on s'interdit de penser ça parce qu'on ne règle pas le problème du chantier en site occupé. On ne s'autorise pas à dire peut-être qu'on pourrait délocaliser l'activité, refaire le bâtiment, réintégrer l'activité. Enfin, bon, il y a des tas de choses à imaginer. Donc, moi, je n'ai pas d'a priori sur le sujet. Par contre, en tout cas, on a une démarche à l'agence qui fait qu'il faut qu'on ait absolument épuisé toute capacité de réhabilitation d'un bâtiment avant qu'on se dise faisons du neuf. Et après, on se dit si le bâtiment peut vraiment rien en faire, quitte à faire du neuf, pitié, faisons quelque chose de radicalement différent que tout ce qui s'est construit ces 20 dernières années. Et essayons, par exemple, d'offrir de vrais appartements aux personnes à coût égal, par exemple, en supprimant des connexions, des couloirs. Aujourd'hui, on a 30% de la surface des EHPAD qui sont des circulations qui connectent tout ça par l'intérieur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces connexions? Et si on prend toutes ces connexions et qu'on les redonne, on est capable, à ratio mètre carré par personne égal, de faire quasiment des T2 pour les personnes aujourd'hui, même en EHPAD. Donc ça encore, on retombe sur des choix qui sont pour moi idéologiques en fait. Et des choix qui ont déjà été faits aux Pays-Bas, par exemple. Ok. Non, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que le T2, du coup, on est vraiment sur un logement, on n'est plus sur une chambre et c'est beaucoup plus, oui, humanisant, quoi. Et ce qui est intéressant, en tout cas la première raison qui a poussé les Pays-Bas à faire ce type de choix, c'est que par manque de professionnels soignants, ils se sont dit qu'ils avaient un vrai besoin de continuer à mobiliser les proches aidants dans l'accompagnement des personnes, même quand elles étaient institutionnalisées, et que ça, tant qu'on était sur un modèle un peu sanitaire d'hôpital, les familles s'impliquaient pas du tout. Alors que dès qu'il y avait un appartement, en fait, elles pouvaient rester plus longtemps, elles pouvaient participer aux jeux de la vie quotidienne, elles pouvaient aider leurs proches à manger, faire tourner une machine, etc. Donc en fait, c'était aussi une stratégie pour mobiliser plus d'aide humaine informelle. Alors que dans une chambre, en fait, ben, on reste une demi-heure, on est assis sur le coin du lit, les enfants peuvent pas trop être là. Voilà. Donc avoir un vrai appartement, notamment quand les personnes sont très dépendantes, c'est aussi un vrai moyen de maintenir les liens familiaux et donc d'enrichir la vie des personnes qui, une fois qu'elles sont habitées, par exemple, il faut bien dire que c'est un peu compliqué. Ok. C'est intéressant parce que c'est une réflexion que j'avais jamais vraiment eue et je me dis vraiment c'est vrai que maintenant la notion du T2, ça me paraît une évidence sur Les dans un gens disent EHPAD. très bien, ça, les jeunes seniors notamment, tant que ça ne sera pas un T2, ça sera rien de mieux qu'une chambre d'hôpital ou d'hôtel. Ouais, c'est vrai. Voilà, et Non, ils ont et raison. puis, bah, en tout cas, c'est un moyen de casser l'image de la chambre. On rentre, on tombe sur un lit médicalisé. Bah, c'est un salon. Un peu, en fait, c'est ce qui se passe en résidence autonomie et ce qui fait que les gens, ils sont, enfin voilà, que ça marche bien. Voilà, et la Et en question, fait, c'est pourquoi les personnes ne pourraient pas rester en résidence autonomie jusqu'à la fin de leur vie. oui, Enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que sur le plan bâtimentaire, il n'y a aucune contre-indication aujourd'hui, il n'y a rien qui dit que dans une résidence autonomie, les personnes ne pourraient pas y être, y compris très très dépendants. C'est une question d'accompagnement. Là, pour le coup, l'offre de soins, n'ayant pas d'offre de soins intégrée, on n'est pas capable de le faire en matière d'accompagnement. Mais en fait, sur le plan bâtimentaire, pas de oui, ça contraintes. marche très bien. Non, mais ça Voilà. marche très bien. Après, on peut parce que de toute façon, c'est comme c'est être chez soi et rester chez soi et il y a des possibilités. Non, mais je Euh, parle en termes de coût. Enfin, il y a un moment où on voit bien que le maintien à domicile a un niveau de dépendance très élevé, il est plus coûteux et on a du mal à assurer une continuité de service que dans un établissement plus où on a aval. l'équipe qui est sur place. C'est Voilà, toute c'est la ça. difficulté. Et donc la question, et c'est ce que on voit là, je reviens sur l'histoire du Pays-Bas parce que ça m'a beaucoup marqué et j'ai pu écrire un article là-dessus sur comment ils ont déconstruit leurs EHPAD pour construire ce qui s'appelle des logements assistés. C'est typiquement ça, hein, la résidence autonomie, auquel un SIAD, en fait, un service de soins, est intégré mais navigue au sein de leur bâtiment. Ouais, bien Mais sûr. en fait, c'est très simple comme système. Et
Ça permet aussi de clarifier la question de la responsabilité en dehors du temps de présence des professionnels, parce que les personnes louent un appartement auprès d'un bailleur et on a un plan d'accompagnement avec des heures ciblées et tout le monde est bien au clair sur le fait que quand vous n'avez pas un professionnel qui est en intervention programmée auprès de vous, vous êtes responsable de vous-même. Si vous avez un problème à ce moment-là, par rapport à l'EHPAD, les gens croient qu'une fois que vous êtes à l'EHPAD, vous allez avoir 24 heures sur 24 quelqu'un à côté de vous. Évidemment que ce n'est pas vrai. Eh ben, il y a tout ce sujet du rapport au risque est très différent parce qu'on a une conscience accrue qu'on est dans du logement, d'abord dans du logement, et qu'en plus, on a un bonus qui est cette offre de soins qui est intégrée. Oui, c'est ce on y va un petit peu hein, entre le centre ressources territoriales, entre même les expérimentations d'EHPAD hors les murs, c'est ça, c'est sur un périmètre proche ou voilà, renforcer aussi les résidences autonomie avec la coordination qu'il peut y avoir d'un service à domicile, mais en rajoutant l'aspect coordination comme à l'EHPAD pour être vraiment, vraiment chez soi Ouais. et avoir voilà, cette infrastructure de soignants pluridisciplinaires qui peut intervenir, qui sait ce qui se passe et qui va être réactif. Le risque de tout ce qui est fait en termes de toutes les évolutions, en termes de ces évolutions-là ou de maintien à domicile, c'est qu'en fait, ça ne fait que mettre l'EHPAD au bout du parcours. Et donc, on voit bien que le niveau de dépendance augmente. Enfin, ça pose plein d'autres questions. Et là, enfin, c'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, une fois qu'on a fait tout ça et que du coup, il y a un niveau de dépendance qui est tel qu'il n'y a plus tellement de vie collective qui est possible, bah, ça réinterroge à nouveau quel est l'intérêt de construire ces grands espaces de vie collective si les personnes sont alitées dans leur chambre. Donc, plutôt de la qualité au plafond. Enfin, je sais pas, moi, si j'étais alitée toute la journée, je m'en ficherais d'avoir ça d'un côté. Par contre, pitié que je n'ai pas de dalle démontable au-dessus de ma tête avec un néon. On me donne quelque chose de chouette à voir. Peut-être que je puisse pas avoir un Velux, voir les étoiles. Peut-être avoir des draps très doux qui sentent bon, pas le vinaigre, pas être crèche, enfin, je sais pas. Plein d'autres choses, en fait, que ce dans quoi on investit notre énergie aujourd'hui. Mais ça, encore une fois, ça demanderait d'être plus pragmatique, c'est-à-dire de se dire, bah, OK, on accepte le fait que ça va être le bout du bout. On arrête de dire c'est un lieu de vie, etc. On accepte de manière peut-être plus pragmatique comme les unités de soins palliatifs. On se dit maintenant, on est sur un lieu qui accompagne la fin de la vie. Et comment est-ce qu'on va rendre cette expérience la plus chouette possible et la plus douce possible en misant sur ce qui est vraiment essentiel aux yeux des personnes et qui est, à mon avis, assez éloigné peut-être de ce qu'on leur propose en ce moment. Oui, c'est possible parfois. Ça voudrait dire qu'on accepte que l'EHPAD est devenu l'USLD et finalement n'est plus médico-social dans ce cas-là, si c'est pour accueillir et pour réaliser que des soins. Et Ben, je perdre suis pas cette d'accord dimension. avec ça. Je reviens pour moi, le modèle, c'est pas l'USLD, c'est l'unité de soins palliatifs. Et je pense à Ouais. cette unité de soins palliatifs du centre hospitalier CHU de Marseille, qui a été délocalisée du CHU. Ils ont construit une vraie maison, et ça s'appelle la maison à Gardanne. Et ils se sont dit, mais personne ne devrait mourir, ça ne sert à rien de passer ces 6 derniers mois de sa vie à l'hôpital. Par contre, pitié que les gens aient un vrai chez eux et ils fassent tout ce qui leur fait plaisir de faire. C'est l'hôpital qui a été capable d'organiser cette maison des soins palliatifs dans laquelle les gens vivent et passent leur dernier moment. Donc, pour moi, il est plutôt là le modèle. Je pense que faire du sanitaire, c'est pas forcément que du soin. C'est aussi se dire, c'est aussi poser la limite du soin, dire, bah là, on n'est plus capable de guérir, on n'est plus capable de soigner. Par contre, on est capable d'adoucir les jours qui restent. Et donc, ça, en sorte de données biomédicales. Ok. Adoucir les jours qui restent, c'est une belle formule par rapport à une valeur. En tout cas, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi Ben on est. voilà. Et ça reboucle un peu avec le début, mais je trouve que c'est intéressant parce que oui, et c'est concret, on comprend. Voilà, se sentir vivant, adoucir. Et puis, en fait, quand on dit ça, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. Mm. Et on Alors, n'a pas besoin de soignants pour faire tout ça. En plus, ça tombe bien parce qu'on a du mal à les recruter. ouais, pas que. Pas que, pas que. Pas que les soignants. Ma dernière question, alors, c'était est-ce que tu as des exemples de belles réussites? Alors là, c'était un bel exemple. Vous avez travaillé dessus à Marseille, la Non, maison? non, on n'a pas travaillé dessus, mais quand je l'ai visité, ça m'a réconcilié avec le secteur sanitaire parce que je me suis dit, bah voilà, en fait, le secteur sanitaire, alors on est sur une vision qui est très avancée, moi je trouve très en avance. Pourtant, cette maison a presque 20 ans maintenant, donc
très précurseur. Donc, je me dis, bah voilà, ça montre bien qu'on est capable d'inventer pas mal de choses. Parmi les belles réussites, il y a plusieurs exemples, moi, qui me viennent et que je cite souvent. Je pense à la maison de retraite protestante à Montpellier. C'est un établissement qui me tient à cœur parce que j'étais salariée pendant mes études d'architecture pour les aider à faire de ce lieu une vraie maison. Et qui est un établissement qui est vieux de ses locaux, des années 70, mais qui a été capable de domestiquer, comme on dit avec Kevin Charras, un maximum ces lieux, à faire en sorte que les personnes soient vraiment des habitants, qu'elles participent à tous les gestes de la vie quotidienne, y compris à la confection du repas, et puis de plus en plus là, avec, par exemple, c'est les résidents qui participent au recrutement des professionnels. Voilà, là, il n'y a plus trop de doutes sur qui est chez qui. Quand en tant que soignant, vous faites recruter par des résidents, enfin, voilà, ça dit bien ce que ça dit, je trouve. Puis on a un autre établissement sur lequel on est intervenu, qui est l'Institut gériatrique Hélio-Marin à La Benne dans les Landes, sur lequel on a pu transformer leurs unités protégées. Et dans une logique très domiciliaire aussi, ce qui est assez intéressant quand on a fait, donc tout comme à la maison, d'ailleurs, en voyant les photos, on ne pourrait même pas dire, s'il n'y avait pas des gens sur les photos, que c'est un EHPAD. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on voit que les professionnels, on a eu une diminution très, très drastique de la contention chimique et physique. Beaucoup moins de troubles avec des résidents en fait, qui sont beaucoup plus apaisés, et des professionnels qui ont beaucoup plus de choses à faire qu'avant, puisqu'il s'agit maintenant de faire avec les gens plutôt que de faire à leur place, mais qui considèrent qu'ils ont plus de temps, qu'ils ont beaucoup de chance de travailler ici. Donc, on voit bien qu'on peut être aussi dans des cercles vertueux. C'est pas d'un côté entrer dans une logique domiciliaire et faire des choses pour les résidents au dépend de la qualité de travail, et qu'en fait, c'est très, très convergent. Tout ça parce que les professionnels, bien sûr, qu'ils ont besoin que leur travail soit plus facile et d'être technique, mais ils ont surtout besoin de sens au travail, de savoir tous les jours pourquoi ils se lèvent, quel sens ça a ce qu'on fait, et avoir des sourires, des gens qui les accompagnent, des remerciements des familles, plutôt que d'être agressés toute la journée. Voilà, ça. Donc voilà, c'est des belles expériences, moi je trouve en tout cas qui me confortent dans les travaux qu'on mène autour de la transformation de l'ESILA de cet établissement. Non, c'est top. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette approche du coup très globale, au-delà de l'architecture, du bâtiment. C'est oui, la vision très complète du fonctionnement. Voilà, donner la parole aux équipes et surtout aux résidents, mais c'est intéressant d'avoir Enfin, je sens une très bonne maîtrise du quotidien des établissements. Ben Quand oui, mais parce qu'on parle observe. Bon, d'abord, j'y ai travaillé, ça aide. Et puis le ouais, directeur a été. La première fois qu'il m'a recrutée, moi j'étais prête avec mon calque et tout à dessiner. Il m'a dit: oh là là, non, non, mais vous les architectes, vous ne savez rien de ce que vivent les gens. Donc toi, ma fille, tu vas passer 3 jours à chaque poste, puis dans un mois, on en reparle. Ça a été une révélation. Parce que du coup, j'ai fait l'aide aux toilettes, le linge, servir le petit-déj à 7 heures, les repas, tout le ménage, tout. Et là, on découvre et on se dit, ça m'a paru fou. Je me suis dit: oh là là, c'est complètement fou. C'est pas vrai. Si j'ai l'impression que les professionnels passent la moitié de leur temps à prendre en charge la dépendance, qu'ils ont passé l'autre moitié de leur temps à générer par leur fonctionnement, en fait. Et ça a été le début de plein de choses. Et faut surtout jamais s'arrêter de s'étonner, je trouve. À chaque fois qu'on voit dans les établissements, on sait ce qu'on va y voir, mais l'essentiel, voilà, c'est toujours, mais pourquoi c'est comme ça? Le pire, c'est de s'habituer, moi, je trouve à ça. Tant qu'on dit pourquoi, tant qu'on s'étonne, les équipes s'étonnent aussi à nouveau, elles disent: ah, oui, c'est vrai, pourquoi c'est comme ça? oui, parce que là encore, c'est des habitudes. On a Mmh. toujours fait comme ça, bah oui, c'est comme ça, bah on m'a dit de faire comme ça, donc je fais comme ça. Et puis, et c'est vrai que le pourquoi fait beaucoup de bien, et c'est intéressant quand ça vient aussi de quelqu'un d'extérieur pour rechallenger, se reposer la question. Et Ouais. ok. Un projet architectural, c'est une façon non violente de transformer son établissement. Parce qu'on a un bon prétexte pour le faire. On a un bon prétexte pour se poser des questions. Ils sont pas remis on leur dit pas: vous faites pas bien, faut faire autrement. On regarde l'espace, on leur montre ce qu'on voit et ils disent: ah bah oui, c'est vrai. Et on dit: bon, on pourrait faire autrement, non? Ah bah oui, on pourrait. Voilà. C'est très différent. C'est On a vrai que beaucoup ça, de c'est sympa. chance. Ouais, non, mais c'est vrai parce que le changement et ces approches-là, souvent, il y a un côté un petit peu, oui, bah, on va faire autrement parce que sous-entendu, mais avec un gros sous-entendu, là, c'est pas bien ce que vous faites depuis 20 ans. Donc, et du coup, il y a de la résistance, du braquage, et c'est dur, quoi. Après, la résistance, on en rencontre toujours, mais parfois plutôt parce que les personnes ont du mal à imaginer autre chose.
Puis depuis quelques temps, là, on a dit, mais en fait, arrêtez d'essayer d'imaginer, venez, on va voir. Et on les emmène visiter d'autres structures, rencontrer leurs collègues, etc. On dit, il faut s'inspirer, il faut aller voir. Et comme ça, vous discuterez avec vos collègues, ils vous diront avec leurs mots, ils font la même chose que vous. Et ça, ils sont convaincus 10 fois plus vite qu'avec nous. Oui, parce que c'est plus concret. Et puis c'est vrai que ce qu'il faut voir aussi, c'est que selon les métiers, tout ça, on peut avoir plus ou moins de possibilités et d'opportunités de bouger, de voir ce qui se fait à droite et à gauche. Les soignants, en général, pas du tout. Éventuellement, au début, Mais quand c'est ils sont possible en stage, pourtant. voilà. Non, mais c'est possible, on peut le faire. On Mais c'est l'organise possible. aujourd'hui dans le cadre de nos missions. Ouais, il n'y a rien d'impossible, mais s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'organisation derrière, en fait, il n'y a pas de réel motif à aller voir à côté. Et du coup, on ne le fait pas, on reste le nez dans le guidon, dans notre poste, dans notre plan de soins à la demi-journée, et puis tous les jours, on recommence, en fait. Donc, Mais ça, c'est d'abord une question de direction. C'est-à-dire que là, on parle des équipes, mais est-ce que la direction a une vision ou pas? Quand la direction a une vision, elle embarque l'équipe. Est-ce que la direction a du leadership ou pas? c'est sûr. C'est pas mon sujet, mais on constate quand même, à force, on accompagne plus d'une cinquantaine d'établissements depuis qu'on fait ça. Ben voilà, on voit les différences dans les directions et on voit à quel point on arrive, jusqu'où on va en fonction de ça, quoi. Et quand il y a vision plus leadership, c'est l'autoroute. Ouais. Ouais. Non, bien sûr. Non, puis c'est la question du pourquoi, hein. Est-ce que c'est juste on réhabilite parce que c'est une question de norme, parce qu'on nous a dit que si on réhabilitait pas, il faudrait fermer parce que voilà, parce que le SSI il est pourri et puis parce que voilà. Ou alors est-ce que juste, oui, est-ce qu'il y a un projet et quel est le projet derrière? Ok, super. Eh ben merci pour tout ça. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé d'architecture. Parce que c'est pas le sujet. Ah, ouais, mais En moi fait, j'ai l'architecture, c'est le comment à la fin. D'accord. Et ouais, je me disais, ah, regardez, qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment? C'est bien, c'est pas bien. Je leur dis toujours, ou alors, ah, l'architecte, il n'a pas été bon. L'architecte, il peut pas répondre correctement à une question qui ne lui est pas ou qui est mal posée. Bien poser les questions, avoir une vision super claire, ça, c'est l'essentiel. Et c'est quand on a un bon maître d'ouvrage qui a une vraie vision qu'on fait des super projets. L'architecture, elle suit. Les architectes, ils suivent, ils ont envie de faire des choses de qualité. Mais pour ça, l'essentiel, c'est la vision. Oui, bien sûr. Et puis aussi, parce que c'était ça le sujet architecture humaine, mais c'est demander aux gens ce qu'ils veulent et faire en sorte voilà, de respecter leur point de vue. Et puis, cette question de désirabilité, cette question juste d'habiter, en fait, de pouvoir s'approprier. Et tout ça, c'est super intéressant et il y a encore du travail. Ah oui, ben alors là, on avait du travail, ça, pour toute la vie, je pense. Il faut le faire parce que un jour, ce sera notre tour aussi. Donc, on a envie pour nos C'est grands-parents, pour nos possible. parents et pour nous-mêmes. Si on a la chance d'aller jusque-là, comme on dit. Dernière question, comment est-ce qu'on peut vous contacter ou te contacter? Alors, on a un site internet sur lequel, de l'agence de l'Atelier A, sur lequel on voit d'ailleurs pas mal de réalisations. On publie beaucoup, c'est quelque chose qu'on nous tient beaucoup à cœur, qui est de transmettre l'expérience acquise. Donc, tout ce qu'on a écrit est généralement librement accessible. Voilà, donc là, c'est possible de me contacter via ce site. Et puis, je suis, comme tu le disais en introduction, peut-être assez active sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, parce qu'on est convaincu qu'il y a un enjeu à montrer, enfin, à donner à voir et à convaincre qu'autrement, c'est possible, que c'est, voilà, donc on s'active aussi à faire un peu de lobbying éthique, en tout cas, de se dire, voilà, c'est possible, on peut le faire. Il y a des acteurs sur le territoire français qui sont capables de le faire, qui ont des envies, et puis, il y a même aujourd'hui beaucoup de littérature scientifique qui étaye la nécessité de faire tout ça avec des bienfaits qui sont scientifiquement prouvés. Donc, il n'y a plus qu'à. Il suffit de diffuser, en fait. Bon, eh bien super, il n'y a plus qu'à. Merci en tout cas pour tous ces partages. Et puis peut-être à bientôt. Merci Arnaud. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet.
bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.